Rose Harding était assise près de la fenêtre du wagon, regardant défiler derrière la vitre les plaines infinies couvertes d'herbes sèches. Le train grondait et tanguait, l'emportant toujours plus loin de Boston, loin de la petite chambre exiguë au-dessus de la blanchisserie, loin de l'odeur du savon et de la sueur des chemises d'inconnus. Dans ses mains, elle serrait une enveloppe usée, celle-là même qui avait tout changé. 3 mois plus tôt, assise dans cette même petite chambre, elle lisait une annonce dans le journal. Cherche épouse, Fairmaker au Texas, travail honnête, maison solide, respect. C'était court, sans fioriture. Rose avait alors souri avec ironie. Quel respect pouvait-il y avoir quand un homme cherchait une femme par voie de presse, comme on achète un cheval au marché? Mais c'est le soir, alors que ses mains étaient de nouveau rougies par la lessive et que son dos la faisait tant souffrir qu'il lui était impossible de se redresser, elle avait sorti une plume et commencé à écrire. Non pas parce qu'elle rêvait d'amour, mais simplement parce qu'elle voulait survivre. La réponse était arrivée rapidement. Roy Kingston. Ce nom ne signifiait rien. Et ces mots étaient assez simples. Coton sur Rose écrivit 2 autres lettres et reçut 2 autres réponses. Tout suivait son cours, jusqu'à ce qu'un matin, la propriétaire de la blanchisserie lui apporte une enveloppe portant une écriture d'enfant. « Chère Miss Harding », écrivait le garçon, « je m'appelle Sam Kingston, j'ai 10 ans. Papa ne sait pas que je vous écris cette lettre. Il dit bien qu'il ne faut pas forcer les gens, mais je ne peux pas me taire. Papa est un homme très bon. Il m'apprend à lire et à tirer. Il me nourrit 3 fois par jour, même quand il ne mange pas lui-même. Mais je le vois regarder par la fenêtre le soir, quand il pense que je dors. Il est très seul. Maman est morte quand j'avais 5 ans, et depuis, papa n'a plus jamais souri pour de vrai. C'est un héros de guerre. Tout le monde en ville le respecte. Mais à la maison, c'est juste un homme triste qui essaye d'être fort pour moi. S'il vous plaît, venez. Je promets d'être un bon fils pour vous. Votre Sam. » Rose relut la lettre 3 fois. Puis elle sortit toutes les lettres précédentes de Roy et les étala sur la table. Elle voyait qu'était maintenant ce qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Entre les lignes transparaissait une lassitude, la prudence d'un homme qui avait trop perdu et qui craignait de perdre, à nouveau. Il n'avait jamais parlé de lui, seulement de la ferme, de ce qu'il pouvait offrir. Pas un mot sur ses sentiments, son passé, la guerre. Un héros de guerre, un père seul, un homme qui avait appris à cacher sa douleur si profondément que même son fils de 10 ans la sentait à travers les murs. Ce soir-là, Rose écrivit une nouvelle lettre. Elle acceptait de venir. Le train ralentit. Par la fenêtre apparurent les premières constructions. Des maisonnettes en bois, des enclos pour le bétail, une rue poussiéreuse bordée de quelques échoppes. La gare était minuscule, un simple auvent et un quai de planches noircies. Rose prit son unique valise et descendit. L'air était différent, sec, chaud, avec une odeur de bois chauffé et quelque chose d'amer, peut-être de l'absinthe. Le vent agitait le bas de sa robe de voyage grise, et elle protégea ses yeux de la lumière vive avec sa main. « Miss Harding ?» La voix s'est restée grave, légèrement rauque. Rose se retourna et vit un homme debout au bord du quai. Grand, large d'épaules, vêtu d'un gilet de cuir usé sur une chemise délavée. À sa ceinture, un étui avec un revolver, assombri par le temps et l'usage. Le visage était buriné, marqué d'une cicatrice au-dessus du sourcil gauche, les cheveux sombres et coupés courts, les yeux gris et attentifs. Roy Kingston se tenait droit. Mais sa posture trahissait la raideur d'un homme qui avait depuis longtemps perdu l'habitude d'être en compagnie des femmes. « Oui, c'est moi », répondit Rose, en s'efforçant de garder une voix assurée. Roy hocha la tête et fit un pas en avant, tendant la main pour prendre sa valise. « Permettez-moi. » Leurs doigts se frôlèrent un instant, et Rose sentit la rudesse de ses paumes, calleuses et travaillées. Il prit la valise comme si elle ne pesait rien et se dirigea en silence vers un chariot. Rose le suivit, observant son dos, sa démarche mesurée, sans mouvement superflu. Un soldat. Cela se voyait dans chacun de ses gestes. Le chariot était simple mais robuste, attelé à 2 chevaux alezans. Roy déposa la valise à l'arrière
et se tourna vers elle. « La route prendra environ 1 heure, dit-il. La ferme est à 8 miles d'ici. Si vous êtes fatigué, nous pourrons nous arrêter. » « Merci, mais tout va bien, » répondit Rose. Il l'aida à monter sur le siège, et elle sentit la force de ses mains. Il la soutint avec une telle précaution qu'on aurait dit qu'il craignait de la briser. Il s'assit à côté d'elle, prit les rênes et fit démarrer les chevaux. Le chariot s'ébranla sur la route, laissant la petite ville derrière eux. Ils roulèrent un moment en silence. Rose examinait furtivement son profil. Le nez droit, les lèvres serrées, la ligne tendue de la mâchoire. Il regardait droit devant lui, la route, et semblait à peine respirer. Finalement, elle se décida à parler. « Votre fils m'a écrit une lettre. » Roy tressaillit comme s'il avait reçu un coup. Les rênes se tendirent. Les chevaux renâclèrent. Il tourna lentement la tête et la regarda. Une lueur de gêne, presque enfantine, traversa ses yeux. « Sam ?» Sa voix oscillait entre la surprise et l'inquiétude. « Je n'étais pas au courant. Pardonnez-moi, Miss Harding, je ne lui ai rien demandé de tel. C'était déplacé de sa part. »« Non !» objecta Rose. C'était honnête. Roy se tut, la dévisageant avec une telle intensité qu'elle sentit ses joues rougir. Puis il détourna le regard et fixa de nouveau la route. « Qu'a-t-il écrit ?»« La vérité, » répondit Rose. « Il a écrit que vous étiez un homme seul qui s'efforçait d'être fort pour lui, et que vous étiez un héros de guerre. » Roy eut un petit rire sans joie. Un héros. Sam écoute trop les conversations des autres. J'ai simplement survécu, c'est tout. Beaucoup n'ont pas survécu. Je ne vois rien d'héroïque là-dedans. Rose avait déjà entendu cette intonation chez des hommes revenus de la guerre. Il m'a dit et ils ne parlaient jamais de ce qu'ils avaient vu, mais cela restait en eux, comme une écharde impossible à retirer. « Il vous aime, » dit-elle doucement. « Ce garçon vous aime profondément. Cela se sent dans chaque mot. » Roy hocha la tête, mais ne répondit rien. Le chariot continuait sa route, les roues grinçant dans les ornières, le vent sifflant dans les herbes. Autour d'eux s'étendaient des collines couvertes d'une végétation jaunie, parsemées de quelques arbres solitaires aux branches tordues. Le ciel était vaste, d'une immensité que Rose n'aurait jamais pu imaginer à Boston, ici, sur cette terre. L'homme paraissait si petit, si vulnérable. « Je veux que vous sachiez, » commença Roy sans tourner la tête. « Je ne cherche pas l'amour, je cherche une partenaire, quelqu'un qui puisse vivre à mes côtés, aider à la ferme, prendre soin de Sam. Je serai honnête avec vous. Je respecterai votre travail et votre espace. Mais je ne promets pas ce que je ne peux pas donner. » Rose déglutit. Ses paroles étaient dures, mais justes. Elle-même ne s'attendait pas à un conte de fées. Elle n'était pas venue ici pour l'amour, mais pour une vie où elle n'aurait pas à laver le linge des autres jusqu'à s'en faire saigner les mains. « Je comprends, » répondit-elle. « Je cherche aussi l'honnêteté. Je n'ai pas besoin de promesses impossibles à tenir. » Il la regarda enfin, d'un regard long et scrutateur. Puis il hocha lentement la tête. « Alors nous nous comprendrons. » La ferme apparut au détour d'un chemin. Une petite maison en bois au toit en pente, un porche avec une balustrade, une grange un peu plus loin, un enclos pour les chevaux et les vaches. Tout était solide, bien entretenu, mais modeste, sans fioritures, sans luxe, seulement le nécessaire pour vivre. Rose se sentit soulagée. Elle avait craint de trouver la misère, ou, au contraire, une richesse qui l'aurait obligée à plus qu'elle ne pouvait donner. Roy arrêta le chariot près du porche et sauta à terre. Il lui tendit la main pour l'aider à descendre. Rose posa le pied sur le sol ferme et regarda autour d'elle. Le vent agitait les mèches de cheveux échappées de son chignon, et elle sentit une odeur de terre, d'herbe, d'animaux, de fumée s'échappant de la cheminée. Une odeur vivante, inhabituelle après la ville. « Papa !» La porte de la maison s'ouvrit brusquement,
et un garçon se précipita sur le porche. Mince, blond, vêtu d'un pantalon rapiécé aux genoux et d'une chemise dont il était presque sorti. Sam, il s'immobilisa en voyant Rose et ses yeux, aussi gris que ceux de son père, s'écarquillèrent. « C'est elle ?» demanda-t-il en regardant son père. « Miss Harding ?»« Oui, » répondit Roy. « Dis bonjour comme il faut. » Sam descendit du porche et s'arrêta devant Rose, essuyant ses paumes sur son pantalon. Puis il lui tendit la main comme un adulte. « Bonjour, Miss Harding, je suis Sam, bienvenue chez nous. » Rose serra sa petite main et sourit. « Bonjour, Sam, merci pour ta lettre. Elle m'a aidé à prendre ma décision. » Le garçon rougit et jeta un regard rapide à son père. Roy secoua la tête, mais une lueur amusée brilla dans ses yeux. La première manifestation de quelque chose qui ressemblait à de la chaleur. « Entrez, je vais vous montrer la maison, » dit Roy en prenant la valise. « Votre chambre est à l'étage. Elle est petite, mais il y a un lit et une armoire. Sam dort en bas, moi aussi. Vous aurez votre propre espace. » Rose hocha la tête et le suivit. L'intérieur de la maison était propre et ordonné. Le sol balayé, la vaisselle bien rangée sur les étagères. La table et les chaises solides bien que vieilles. Un fusil était accroché au mur, et sur la cheminée, une seule photo encadrée montrait une femme au visage doux et aux cheveux clairs, tenant un nourrisson dans ses bras. La femme de Roy, la mère de Sam. Roy suivit son regard et s'arrêta. « Elle s'appelait Helen, » dit-il à voix basse. « Elle est morte il y a 5 ans, de la fièvre. »« Je suis sincèrement désolé, » répondit Rose, et ses mots étaient sincères. « Je ne retire pas sa photo, » continua Roy en la regardant dans les yeux. « Sam doit se souvenir de sa mère. J'espère que vous comprenez. »« Bien sûr, » répondit Rose. « Elle fait partie de votre famille. Je n'ai pas l'intention de la remplacer. » Quelque chose sur son visage s'adoucit. Il hocha la tête en silence et se dirigea vers l'escalier. La chambre à l'étage était effectivement petite. Un lit, une armoire, une fenêtre avec un rideau délavé, une table de chevet. Mais la fenêtre donnait sur les champs et laissait entrer une lumière chaude et dorée. Roy posa la valise près du lit et se retourna. « Le dîner est à 6 heures, » dit-il. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le, Shadowsil. Je serai à la grange, je dois vérifier la clôture de l'enclos. Sam peut vous montrer le reste. » Il sortit et Rose resta seule. Elle s'assit sur le bord du lit et expira. Ses mains tremblaient, de fatigue, de tension, de la prise de conscience de ce qu'elle avait fait. Elle avait tout quitté pour rejoindre un inconnu à 1000 miles de chez elle. C'était de la folie. Mais cette folie avait sa logique. Ici, elle pouvait vivre, et non plus seulement survivre. Dehors, elle entendait le bruit d'un marteau, la voix de Roy donnant des ordres à Sam. Rose se leva et s'approcha de la fenêtre. Roy se tenait près de l'enclos, inspectant les poteaux de la clôture, tandis que le garçon tournait autour de lui en racontant quelque chose. Le père hochait la tête en écoutant, et dans ce geste, il y avait tant de patience, tant d'amour, que Rose sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Le soir, ils étaient assis toutes les trois à table. Sam parlait sans arrêt, racontant des histoires sur les chevaux, le chien du voisin qui chassait les poules, et comment il avait appris à réparer un harnais. Roy mangeait en silence, intervenant parfois avec de brèves remarques, corrigeant son fils quand il s'emportait. Roséne l'écoutait et répondait, essayant de ne pas montrer sa gêne. Le repas était simple, des haricots en ragoût, du pain, un peu de viande salée, mais mangeable, et elle avait faim après le long voyage. « Miss Harding, savez-vous monter à cheval ?» demanda Sam en la regardant avec curiosité. « Non, » avoua Rose. À Boston, ce n'était pas nécessaire. « Je peux vous apprendre !» s'exclama le garçon. « Nous avons Molly, elle est vieille et calme. Elle ne vous fera pas tomber. »« Sam, ne l'embête pas !» dit Roy. « Miss Harding vient d'arriver. Elle a besoin de se reposer. »
Ce n'est rien, objecta Rose, et il faut vraiment que j'apprenne. Si nous vivons ici, je dois être utile. Roy la regarda longuement, et une lueur d'approbation brilla dans ses yeux. Demain matin, Sam vous montrera la ferme, dit-il. Ne vous pressez pas, habituez-vous progressivement. Après le dîner, Sam alla se coucher, et Rose aida à débarrasser la table. Roy sortit sur le porche, et elle pouvait voir sa silhouette dans l'encadrement de la porte. Il se tenait là, appuyé à la balustrade, regardant dans l'obscurité. Rose essuya la dernière assiette, suspendit le torchon et le rejoignit discrètement. « Merci pour le dîner, dit-elle. « C'est Sam qui a cuisiné, répondit Roy sans se retourner. Je lui ai appris. Ici, tout le monde doit savoir tout faire. Rose s'approcha et s'arrêta à côté de lui. La nuit était douce, le ciel constellé d'étoiles, un nombre d'étoiles qu'elle n'avait jamais vues en ville. Le vent faisait bruire l'herbe, et au loin, un coyote hurlait. « Pourquoi avez-vous accepté ?» demanda soudain Roy. « Pourquoi une femme de Boston a-t-elle décidé de venir dans ce coin perdu chez un inconnu ?» Rose réfléchit. Elle aurait pu mentir, dire quelque chose de joli, mais il méritait la vérité. « Parce que là-bas, je mourrais, » répondit-elle simplement. Lentement, jour après jour. Un travail sans fin, la misère, la solitude. Ici, au moins, il y ait une chance de vivre autrement. Roy hocha la tête, comme s'il comprenait. « Et vous ?» demanda-t-elle. « Pourquoi avez-vous passé cette annonce ?» Il resta silencieux si longtemps que Rose crut qu'il n'allait pas répondre. Puis il dit à voix basse, « Parce que Sam grandit sans mère, et parce que je suis fatigué d'être seul. » Il niette. Il n'y avait aucun apitoiement dans sa voix, seulement une fatigue profonde, ancrée jusqu'aux os. Rose sentit son cœur se serrer de compassion pour cet homme silencieux et renfermé, qui s'efforçait si fort d'être fort qu'il en avait oublié comment être vivant. « Je m'efforcerai d'être une bonne épouse, » dit-elle, « et une bonne mère pour Sam. » Roy se tourna enfin vers elle. Dans l'obscurité, son visage paraissait plus doux, plus jeune. « Et je m'efforcerai d'être un mari honnête, » répondit-il. « C'est tout ce que je peux promettre. » Ils restèrent là en silence, à écouter la nuit. Et Rose pensa que peut-être l'honnêteté suffirait. Peut-être que quelque chose de plus grand en naîtrait. Ou peut-être pas. Mais pour l'instant, en cette première nuit, c'était suffisant. Roy se réveilla à l'aube, comme toujours. Une habitude forgée par des années de guerre et de travail à la ferme. Son corps se levait de lui-même lorsque les premiers rayons du soleil effleuraient à peine l'horizon. Il s'habilla en silence, s'efforçant de ne pas réveiller Sam, qui dormait sur un lit de camp de l'autre côté de la pièce. Le garçon respirait doucement, les bras écartés, la couverture glissée à ses pieds. Roy le recouvrit et sortit. Dans la cuisine, il s'arrêta, regardant autour de lui avec perplexité. D'habitude, le matin, c'est lui qui allumait le feu dans le poêle, préparait le café et le petit déjeuner. Mais maintenant, il y avait une femme dans la maison. À l'étage, derrière une porte mince, dormait Rose Harding, et il ne savait pas comment se comporter. Devait-il la réveiller? Ou la laisser dormir après son long voyage? Que devait-on faire dans de telles situations? Il jura intérieurement et se mit à allumer le feu. Les bûches s'enflammèrent rapidement, et bientôt le poêle crépita, emplissant la pièce de chaleur. Roy posa la cafetière, sortit de la farine, et commença à pétrir la pâte pour des galettes. Ses mains bougeaient en d'elles-mêmes pour même, par habitude, mais ses pensées étaient ailleurs. La veille au soir, sur le porche, il l'avait observée à la dérobée. À la lumière du jour, à la gare, il n'avait vu que les grandes lignes. Une femme de taille moyenne, vêtue d'une robe de voyage grise, avec des cheveux clairs relevés en un simple chignon. Rien de spécial, un visage ordinaire, comme il y en a tant. Mais hier, alors qu'elle se tenait à côté de lui et que la lumière de la fenêtre éclairait son profil, il avait remarqué les détails. Ses cheveux n'étaient pas simplement clairs.
mais d'une teinte miel avec des reflets roux qui s'enflammaient au soleil. Son visage n'était pas beau au sens conventionnel du terme, mais vivant, expressif. Des pommettes hautes, un nez droit, des lèvres fines, mais bien dessinées. Ses yeux étaient nets bruns, avec des éclats verts, attentifs, méfiants. Les yeux de quelqu'un qui a l'habitude de tout observer avant de faire confiance. Sur son menton, légèrement à gauche du centre, un petit grain de beauté presque invisible. Ses mains étaient des mains de travailleuse, avec des articulations rougies, des ongles courts, de petites cicatrices de brûlures ou de coupures, des mains de blanchisseuses, des mains de femmes qui connaissaient la valeur du travail. Roy ne cherchait pas la beauté. Hélène avait été belle, douce, tendre, avec un visage d'ange et une voix qui pouvait apaiser n'importe quelle tempête. Mais la beauté ne l'avait pas sauvé de la fièvre. La beauté ne l'avait pas sorti du trou noir dans lequel il était tombé après sa mort. Il avait appris à apprécier d'autres qualités, la force, la fiabilité, l'honnêteté. Et dans le regard de Rose Harding, il avait vu précisément cela. Elle ne faisait pas semblant, ne se donnait pas des airs. Elle était venue ici non pas pour un conte de fées, mais pour une vie. Et cette franchise était séduisante. « Bonjour ». Roy sursauta et se retourna. Rose se tenait au bas de l'escalier, vêtue d'une simple robe marron à manches longues, les cheveux tressés en une natte qui tombait sur son épaule. Elle semblait reposée, mais sur ses gardes, comme si elle ne savait pas comment elle serait accueillie. « Bonjour », répondit-il en s'essuyant les mains sur son tablier. « Je ne voulais pas vous réveiller. Je pensais que vous étiez fatigué. »« J'ai l'habitude de me lever tôt, » dit-elle en s'approchant. « Puis-je aider ?» Roy désigna la table d'un signe de tête. « Les galettes sont presque prêtes. Vous pouvez couper la viande salée si ça ne vous dérange pas. Le couteau est dans le tiroir. » Rose prit silencieusement le couteau et se mit à couper la viande en tranches régulières et assurées. Ils travaillaient en silence, chacun à sa tâche, et il n'y avait pas de gêne dans ce silence, seulement de la concentration. Roy lui jetait des regards rapides, remarquant avec quelle dextérité elle maniait le couteau, comment elle se tenait le dos droit, comment elle se mordillait la lèvre inférieure en se concentrant. Ses mouvements étaient imprécis, sans précipitation. C'était bien. « Papa, qu'est-ce qu'on mange pour le petit déjeuner ?» Sam sortit de sa chambre, ébouriffé, en chemise et pieds nus. En voyant Rose, il se figea, puis se passa rapidement la main dans les cheveux. « Bonjour, Miss Harding. »« Bonjour, Sam, » répondit Rose en souriant. « Va te laver et t'habiller, le petit déjeuner est presque prêt. » Le garçon hocha la tête et s'éclipsa. Roy sourit. D'habitude, il s'habille dès qu'il se réveille. Il a dû oublier qu'il y a maintenant une femme dans la maison. « Ce n'est pas grave, » répondit Rose. « Les garçons sont toujours comme ça. »« Avez-vous des frères ?»« J'en avais un, plus jeune. Il est mort de la diphtérie à l'âge de 7 ans. » Roy se tut, sentant une vague de malaise monter en lui. Il ne savait pas parler de la mort, bien qu'il l'ait vue trop souvent. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « C'était il y a longtemps, » répondit Rose en continuant de couper la viande. « J'ai appris à vivre avec. » Ils prirent l'un de leur petit déjeuner tous les trois. Sam bavardait de nouveau, racontant ses projets pour la journée, et Roy écoutait son fils avec soulagement, reconnaissant que le garçon remplisse le silence. Rose mangeait lentement, répondait aux questions de Sam, souriait parfois, et Roy remarqua que lorsqu'elle souriait, son visage changeait, devenant plus jeune, plus doux, presque juvénile. Elle devait avoir environ 25 ans, s'il se souvenait bien de sa lettre. Mais la vie avait laissé des traces sur elle. De fines rides au coin des yeux, une tension dans les épaules, une fatigue impossible à dissimuler. Elle était forte, mais cette force ne lui avait pas été acquise facilement. Après le petit déjeuner, Roy partit travailler. Il devait vérifier la clôture du pâturage éloigné, réparer la porte de la grange dont les gonds étaient desserrés,
nourrir le bétail. La routine habituelle qui occupait toute la journée. Mais aujourd'hui, il travaillait plus vite, pressé de rentrer à la maison pour une raison qu'il ignorait. Ses pensées s'égaraient constamment. Que fait-elle? Comment ça se passe avec Sam? Le garçon ne l'ennuie-t-il pas trop? Quand il revint pour le déjeuner, la maison l'accueillit avec une odeur inhabituelle. Une odeur de pâtisserie, légèrement sucrée. Roy entra et se figea. Sur la table, il y avait un bol de légumes en ragoût, des galettes fraîches et, il n'en croyait pas ses yeux, une tarte ail aux pommes. Une vraie tarte dorée à la croûte croustillante. « Miss Harding a fait une tarte !» s'exclama Sam en entrant dans la pièce. « Papa, regarde! Elle a trouvé des pommes dans la cave et elle en a fait une tarte. » Roy s'approcha lentement de la table et regarda Rose. Elle se tenait près du poêle, s'essuyant les mains sur son tablier, les joues rougies par la chaleur. « Vous n'auriez pas dû, dit-il d'une voix rauque. Je ne m'attendais pas à... C'est trop. Je voulais être utile, répondit simplement Rose. Vous aviez les ingrédients, et il fallait que je m'occupe. Sam m'a aidé. J'ai épluché les pommes, annonça fièrement le garçon. Roy s'assit à table et commença à manger en silence. La tarte était délicieuse, une vraie tarte maison, comme il n'en avait pas mangé depuis la mort d'Hélène. Quelque chose se noua dans sa gorge, et il déglutit, s'efforçant de ne pas montrer ses émotions. Rose s'assit en face de lui, observant sa réaction, et il vit dans ses yeux un espoir prudent, l'espoir d'avoir bien fait, d'être accepté. « Merci, dit-il enfin, c'est très bon. » Elle sourit rapidement, timidement, et une fois de plus, il pensa qu'elle était belle à sa manière, non pas d'une beauté éclatante, mais de celle qui se révèle peu à peu si l'on prend le temps de regarder. Après le déjeuner, Sam entraîna Rose pour lui montrer la ferme. Roy les suivit à distance, observant comment le garçon lui montrait les chevaux, les vaches, les poules, lui expliquant où chacun vivait et ce qu'il mangeait. Rose écoutait attentivement, posait des questions, caressait les chevaux avec précaution, comme si elle avait peur de les effrayer. Quand Sam l'amena près de la vieille jument Molly, Rose se figea, et Roy vit la peur dans ses yeux. « Elle est si grande, » dit Rose à voix basse. « Elle est si gentille, » répondit Sam. « N'est-ce pas qu'elle passe, papa ?» Roy s'approcha, se plaçant à côté de Rose. « Molly est si vieille et calme, » dit-il. « N'ayez pas peur. Tendez simplement la main, laissez-la vous sentir. » Rose tendit la main avec hésitation, et Molly renifla, touchant sa paume de ses lèvres douces. Rose sursauta, mais ne retira pas sa main. Puis elle sourit, d'un vrai et large sourire. « Elle est chaude, » dit-elle avec surprise. « Bien sûr qu'elle est chaude, » sourit Sam. « Elle est vivante. » Roy regardait Rose et pensait à quel point elle connaissait peu la vie en dehors de la ville. Elle avait beaucoup à apprendre, et ce ne serait pas facile. Mais elle était prête à apprendre, et c'était le plus important. Le soir, quand Sam fut endormi, Roy sortit de nouveau sur le porche. Il savait que Rose le rejoindrait. C'était ce qui s'était passé la veille. Et quelque chose lui disait que cela deviendrait leur habitude. Et ce fut le cas. Elle sortit quelques minutes plus tard, enveloppée dans un châle, et s'arrêta à côté de lui. « Sam est un bon garçon, dit-elle, intelligent et gentil. »« Oui, admit Roy, c'est que j'ai de plus précieux. »« Vous êtes un bon père, ajouta Rose. »« Ça se voit. » Roy ne dit rien. Les compliments le mettaient de mal à l'aise. Il ne savait pas comment y répondre. « Et vous ?» demanda-t-il enfin. « Comment s'était passée cette première journée ?»« Pas trop difficile. »« Non, répondit-elle. Honnêtement, c'est plus facile que je ne le pensais. Au moins, ici, il y a un but. À Boston, je ne faisais qu'exister. Ici, je peux construire quelque chose. » Roy se tourna vers elle, scrutant son visage dans le crépuscule. Sous cette lumière, ses yeux paraissaient presque noirs, et ses cheveux d'un blond doré foncé. Elle se tenait droite, sans se voûter malgré la fatigue, et cette droiture témoignait de sa dignité. Roy pensa qu'il avait eu de la chance.
N'importe qui aurait pu venir. Une dame de la ville maniérée, mécontente de la pauvreté de la ferme, ou une femme faible, incapable de supporter le dur labeur. Mais c'est Rose qui était venue, et il semblait qu'elle était exactement ce dont ils avaient ce besoin. « Demain, je vous montrerai comment vous occuper des poules, dit-il, et comment traire la vache. Ce n'est pas compliqué, mais ça demande de l'habitude. Je suis prête à apprendre, répondit Rose. Ils restèrent donc là en silence. Et Roy sentit que quelque chose changeait entre eux. La veille, ils étaient des étrangers, liés uniquement par des lettres. Aujourd'hui, ils étaient un peu plus que cela. Pas encore proches, non, mais plus tout à fait des étrangers. Un pas en avant. Un petit pas prudent, mais un pas tout de même. « Bonne nuit, Miss Harding, dit-il. « Bonne nuit, Monsieur Kingston, répondit-elle avant de rentrer dans la maison. Roy resta longtemps sur le porche, à regarder les étoiles. Il pensait que, pour la première fois en 5 ans, la maison sentait de nouveau la tarte. Que pour la première fois en 5 ans, quelqu'un s'occupait non seulement de Sam, mais aussi de lui. Que pour la première fois en 5 ans, il ne se sentait pas si seul. Et cela l'effrayait presque autant que cela le réchauffait. Une semaine s'était écoulée depuis l'arrivée de Rose à la ferme. 7 jours qui s'étaient déroulés lentement et de manière régulière, remplis de travail de l'aube au crépuscule. Ses mains lui faisaient mal à cause de ce travail inhabituel. Son dos la lançait le soir, mais elle ne se plaignait pas. Chaque matin, elle se levait en même temps que Roy, l'aidait à préparer le petit déjeuner, puis le suivait à travers la ferme, apprenant tout ce qu'il lui montrait. Ce matin-là, Roy l'emmena au poulailler. La petite construction en planches noircies sentait la volaille, la paille et quelque chose d'acide. Rose grimaça mais ne dit rien. Roy ouvrit la porte et ils entrèrent. L'intérieur était exigu. Une douzaine de poules perchées sur des perchoirs caquetèrent avec inquiétude à leur arrivée. « Il faut ramasser les œufs tous les jours, » dit Roy en montrant les niches dans un coin. « De préférence le matin, pendant que les poules sont dehors. Si on les laisse trop longtemps, elles peuvent se mettre à couvert ou les picorer. » Rose hocha la tête et s'approcha prudemment des nids. Dans chacun d'eux se trouvaient 2 ou 3 œufs, chauds, couverts de duvet et de paille. Elle en prit un, sentant l'étrange sensation de tenir quelque chose de vivant, presque brûlant, dans sa main. « Mettez-les délicatement dans le panier, » ajouta Roy. Un œuf fêlé se gâte vite. Rose ramassa les œufs lentement, vérifiant chacun d'eux avant de le déposer dans le panier en osier. Roy se tenait à côté, l'observant, et elle sentait son regard sur ses mains, sur ses mouvements. Une sensation étrange d'être observée avec une telle attention, mais pas désagréable. Il ne la critiquait pas. Il s'assurait simplement qu'elle faisait tout correctement. « Maintenant, la vache, » dit-il en sortant du poulailler. Rose se figea. Traire une vache. Elle avait vu cela dans des livres, sur des images, mais n'avait jamais essayé elle-même. Roy la conduisit dans un petit enclos où se tenait une vache rousse avec des taches blanches sur les flancs. L'animal mâchait paresseusement du foin, sans leur prêter attention. « Elle s'appelle Bertha, » dit Roy. « Elle est calme, pas craintive. Sam a appris à la traire à 8 ans, alors vous y arriverez aussi. » Il apporta un petit tabouret et un seau, les posa à côté de la vache et s'assit pour lui montrer. « Vous comme ça, sur le côté. Si vous êtes derrière, elle peut ruer. »« Prenez le pis comme ça, » dit-il en saisissant l'un des trayons et en tirant vers le bas d'un mouvement rythmé. « Ne tirez pas trop fort, mais pas trop faiblement non plus. Sentez la pression avec vos mains, le lait vient tout seul. » Un jet de lait frappa le seau avec un son sourd. Roy continuait de traire. Ses mouvements étaient assurés, maîtrisés. Rose regardait, fascinée, remarquant comment les muscles de ses avant-bras se tendaient sous les manches retroussées de sa chemise, comment ses doigts bougeaient, forts, rudes, mais étonnamment agiles. « À vous maintenant, » dit-il en se levant pour lui laisser la place. Rose s'assit sur le tabouret, s'installant maladroitement. La vache tourna la tête et la regarda de son grand œil brun, comme pour l'évaluer. Rose tendit les mains vers le pis, ses doigts tremblaient.
N'ayez pas peur, dit Roy doucement, s'accroupissant à côté d'elle. Elle ne va pas mordre. Saisissez et tirez. Rose saisit le crayon, sentant la peau chaude sous sa paume, et tira. Rien ne se passa. Elle essaya de nouveau plus fort. Pas comme ça, dit Roy. Vous ne faites que tirer, alors qu'il faut presser. Regardez. Il tendit la main et recouvrit la sienne. Rose se figea, sentant la chaleur de sa peau, la rugosité de ses callosités. Roy guida son mouvement, lui montrant comment presser et tirer en même temps. Son souffle était tout près, chaud sur sa joue, et Rose réalisa soudain à quel point ils étaient proches, leurs épaules se touchant presque. « Voilà comme ça, murmura-t-il, et sa voix avait une inflexion rauque. Le lait gicla dans le seau. Rose sursauta de surprise, puis sourit. « J'ai réussi !»« Vous avez réussi » acquiesça Roy, et il retira sa main, rapidement, comme s'il s'était brûlé. Il se leva et recula d'un pas, les mains dans les poches. Rose continua de traire, ses mouvements devenant de plus en plus assurés. Et bientôt, le seau contenait une bonne quantité de liquide blanc et mousseux. Quand elle eut fini, ses mains lui faisaient mal, mais une étrange satisfaction l'envahit. Elle l'avait fait. Elle avait appris quelque chose de nouveau, d'utile. « Bien joué !» dit Roy en prenant le seau. « Demain, vous essayerez seul, sans mon aide. » Ils retournèrent à la maison où Sam était déjà sur le porche, en train de réparer un harnais. Le garçon leva la tête et leur fit un signe. « Miss Harding, papa a promis de m'apprendre à tirer au fusil aujourd'hui. Vous voulez voir ?» Rose échangea un regard avec Roy. Il haussa les épaules. « Un garçon doit savoir se défendre et protéger la maison, dit-il. Ici, ce n'est pas la ville. Le danger peut survenir à tout moment. Des coyotes, des serpents, des vagabonds. J'ai promis de commencer à lui apprendre pour ses 10 ans. Le moment évenassant est venu. Après le déjeuner, ils sortirent tous les trois derrière la grange où Roy avait placé quelques boîtes de conserve vides sur une clôture. Il prit un vieux fusil, vérifia la culasse et appela son fils. « Première règle, dit-il d'un ton sévère. Ne pointe jamais une arme sur quelqu'un si tu n'as pas l'intention de tirer. Ne joue jamais avec. Une arme n'est pas un jouet, c'est un outil qui peut tuer. Compris ? » « Compris, papa, » acquiesça sérieusement Sam. Roy lui montra comment tenir le fusil, comment presser la crosse contre l'épaule, comment viser. Rose se tenait à l'écart, observant. Elle n'avait jamais tenu d'arme de sa vie. À Boston, les dames ne faisaient pas ce genre de choses. Mais ici, tout était différent. Ici, même un garçon de 10 ans devait savoir tirer. Sam appuya sur la détente. La détonation fit sursauter Rose, et l'une des boîtes de conserve vola de la clôture. Le garçon sauta de joie. « J'ai touché, papa, j'ai touché !» Bon tir, le félicita Roy, et sa voix était pleine de fierté. Maintenant, encore une fois. Ne te presse pas, respire calmement, vise. Sam tira de nouveau et toucha encore. La 3e fois, il manqua sa cible, mais ne se découragea pas, plissant les yeux avec plus de concentration. Rose les regardait, le père et le fils si semblables à cet instant, avec la même inclinaison obstinée du menton, la même gravité dans les yeux. Roy n'apprenait pas seulement à son fils à tirer, il lui apprenait à survivre. Et Sam absorbait chaque mot, chaque mouvement. Quand le garçon fut fatigué, Roy prit le fusil et tira plusieurs fois lui-même. Chaque boîte de conserve tomba, sans un seul raté. Ses mouvements étaient précis, presque nonchalants. Charger, viser, tirer. Un soldat. Rose le voyait de nouveau dans chaque geste, dans la façon dont il tenait l'arme, comme si elle était le prolongement de sa main. « Voulez-vous essayer ?» demanda Roy de manière inattendue, en se tournant vers elle. Rose fut déconcertée. « Je n'ai jamais tiré. »« Alors il est temps de commencer, » répondit-il. « Vous vivez ici. Vous devez savoir vous défendre si je ne suis pas là. » Il lui tendit le fusil, et Rose le prit avec hésitation. Il était lourd, froid, sentait la poudre et l'huile. Roy se plaça derrière elle, guidant le canon.
Les pieds écartés à la largeur des épaules, dit-il. La crosse contre l'épaule, fermement. Le recul est puissant. Si vous ne la tenez pas bien, elle vous frappera à l'épaule et au visage. Rose pressa la crosse contre son épaule, sentant son cœur battre la chamade. Roy se pencha, corrigeant la position de ses mains, et de nouveau, elle sentit sa chaleur, son odeur, de sueur, de cuir, de fumée, quelque chose de profondément masculin qui lui donnait le vertige. « Regardez le long du canon », murmura-t-il à son oreille. « Vous voyez le viseur. Alignez-le avec la cible. Respirez calmement, à l'expiration. Appuyez sur la détente, doucement, sans à-coups. » Rose visa. Son cœur battait si fort qu'elle craignait de manquer. Elle expira et appuya sur la détente. La détonation l'assourdit, et le recul la projeta en arrière, droit dans les bras de Roy. Il la rattrapa, la maintenant sur ses pieds, et pendant une seconde, ils restèrent ainsi, ses mains sur ses épaules, son dos pressé contre sa poitrine. Puis il la lâcha, rapidement, et recula. « Vous avez touché !» dit Sam avec admiration. « Miss Harding, vous avez touché la boîte. » Rose regarda la clôture, et vit en effet que l'une des boîtes avait disparu. Elle se mit à rire, de soulagement, d'une joie inattendue. « J'ai touché !»« Pas mal pour une première fois, » dit Roy, et un sourire éclaira ses yeux. Le soir, lorsqu'ils sortirent de nouveau sur le porche, Roy était plus silencieux que d'habitude. Rose se tenait à côté de lui, sentant une tension entre eux sans en comprendre la raison. Finalement, il parla. « Dans 3 jours, je dois aller en ville, » dit-il. « Il faut que je vende une partie de la récolte et que j'achète des provisions pour l'hiver. D'habitude, j'emmène Sam, mais cette fois, je veux le laisser ici. Vous vous en sortirez seul à la ferme pour une journée ?» Rose réfléchit. Une journée sans lui. C'était un peu effrayant, mais elle avait déjà beaucoup appris. « Je m'en sortirai, » répondit-elle. « Sam m'aidera. » Roy hocha la tête, mais ne semblait pas convaincu. « Je laisserai le fusil chargé au-dessus de la porte, » dit-il. « Si un étranger s'approche de la maison, interpellez-le d'abord de derrière la porte. N'ouvrez pas avant d'être sûr que la personne ne représente aucune menace. Il y a beaucoup de vagabonds, de déserteurs, de bandits par ici. On ne peut pas faire confiance à tout le monde. »« Je comprends, » répondit Rose, et un frisson lui parcourut le dos. À Boston, les dangers étaient indifférents. La pauvreté, la maladie, mais pas la violence. Ici, les règles étaient plus dures, et le prix de l'erreur plus élevé. Roy se tourna vers elle, et l'inquiétude se lisait dans ses yeux. « Je ne veux pas vous effrayer, » dit-il à voix basse. « Je veux juste que vous soyez prudente. Vous faites maintenant partie de cette famille. Je ne veux pas qu'il vous arrive quelque chose. » Rose sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Pour la première fois, il l'appelait un membre de la famille. Pas une domestique, pas une employée, mais la famille. Elle le regarda, son visage fatigué et buriné, ses yeux sérieux, et comprit que ce n'étaient pas que des mots. Il s'inquiétait vraiment pour elle. « Merci, » murmura-t-elle. « Je serai prudente, je le promets. » Il hocha la tête et se détourna de nouveau, regardant dans l'obscurité. Ils restèrent ceux-là en silence, et Rose pensait à tout ce qui avait changé en une semaine. Elle était arrivée ici en étrangère, et maintenant, elle faisait partie de quelque chose de plus grand. Elle avait un foyer, une famille, un endroit où l'on avait besoin d'elle. Et cet homme silencieux et renfermé à ses côtés cessait peu à peu d'être un étranger. Elle remarquait les détails. Comment il plissait les yeux au soleil? Comment il fronçait le front en pensant à quelque chose de difficile? Comment sa voix s'adoucissait en parlant à Sam? Comment il s'efforçait d'être fort pour tout le monde, mais était lui-même fatigué de cette force. « Vous avez été longtemps à la guerre ?» demanda-t-elle doucement. Roy sursauta comme si elle l'avait frappé. Il resta silencieux si longtemps que Rose regretta déjà sa question. Puis il répondit à voix basse. « 3 ans.
De 62 à 65, la cavalerie. C'était difficile? Question stupide. Bien sûr que c'était difficile. Mais Roy ne la rabroua pas. Il se contenta de soupirer. Oui, très difficile. J'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir. Fait des choses que je n'aurais pas dû faire. Perdu des gens que j'aimais. Quand je suis revenu, je ne savais pas comment continuer à vivre. Hélène m'a aidé à revenir à la vie, puis Hélène est morte, et tout a recommencé. Il n'y avait aucun apitoiement dans sa voix, seulement de la fatigue. Rose tendit la main et toucha délicatement la sienne. Roy sursauta, regarda leurs mains jointes, mais ne retira pas la sienne. « Vous êtes un homme fort, dit-elle, plus fort que vous ne le pensez. »« Parfois je suis fatigué d'être fort, » répondit-il doucement. Ils restèrent ainsi, se tenant la main, et Rose sentait la chaleur de sa paume, la rugosité de ses callosités, le pouls lent sous ses doigts. Quelque chose changeait entre eux, quelque chose de silencieux, de prudent, d'effrayant par sa proximité. Finalement, Roy retira doucement sa main et recula d'un pas. « Bonne nuit, Rose, » dit-il, l'appelant pour la première fois par son prénom, sans le « quat comosias ». « Bonne nuit, Roy, » répondit-elle. Il rentra dans la maison, et elle resta sur le porche, la main sur le cœur, sentant son cœur battre la tout rompre. Quelque chose avait commencé, quelque chose de lent, d'inévitable, d'effrayant et de merveilleux à la fois. Et elle ne savait pas où cela mènerait, mais elle ne pouvait pas l'arrêter. Le jour où Roy partit pour la ville commença dans l'anxiété. Rose se réveilla au son du plancher qui craquait, et il se préparait déjà, chargeant dans le chariot des sacs de céréales et de légumes à vendre. Elle s'habilla rapidement et descendit. Dans la cuisine, une lampe était allumée, et à sa lumière, le visage de Roy paraissait fatigué, tendu. « J'ai préparé le petit déjeuner, » dit-il en désignant la table où se trouvait un bol de porridge et une cafetière. « Je serai de retour au coucher du soleil. Sam sait ce qu'il faut faire à la ferme, mais c'est vous qui commandez. Le fusil est chargé, il est accroché au-dessus de la porte. Si quelque chose arrive, n'hésitez pas. »« Nous nous en sortirons, » répondit Rose, s'efforçant de parler avec assurance, bien qu'une boule d'angoisse lui nouât le ventre. Roy la regarda longuement, puis, de manière inattendue, s'approcha et lui toucha l'épaule, rapidement, presque maladroitement. « Soyez prudente, » dit-il à voix basse, et sa voix avait une inflexion chaude, presque tendre. Puis, il sortit. Rose s'approcha de la fenêtre et le regarda monter dans le chariot, prendre les rênes, et les chevaux se mettre au trot sur la route, l'emportant toujours plus loin. Quand le chariot disparut derrière la colline, elle ressentit un étrange vide, comme si quelque chose d'important lui avait été arraché. « Miss Harding ?» Sam se tenait en haut de l'escalier, pieds nus, ébouriffé, les yeux grands ouverts. « Papa est déjà parti ?»« Oui, » répondit Rose en s'efforçant de sourire. « Mais il sera de retour ce soir. En attendant, c'est nous les maîtres de la ferme. Tu me montres ce qu'il faut faire ?» Le garçon hocha la tête et courut s'habiller. Ils prirent leur petit déjeuner rapidement, presque en silence, et sortirent dans la cour. La matinée était fraîche, le ciel couvert de nuages fins, le vent chassait l'herbe sèche sur le sol. Rose frissonna, s'enveloppant plus étroitement dans son châle. Sam lui montra comment nourrir les poules. Une poignée de grains du sac à jeter par terre, en veillant à ce que toutes picorent, pas seulement les plus fortes. Puis, ils allèrent traire Bertha. Rose s'en sortit avec plus d'assurance. Ses mains bougeaient en d'elles-mêmes, et le seau se remplit rapidement de lait mousseux. Sam la regardait avec fierté, comme si c'était lui qui lui avait tout appris. « Papa dit que vous apprenez vite, » dit-il alors qu'il rapportait le seau à la maison. « Il dit que vous êtes une femme forte. » Rose sentit ses joues rougir. Roy parlait d'elle? Il discutait d'elle avec son fils? Il a dit ça? Oui. Il a dit que ça avait été difficile pour vous là d'où vous veniez.
mais que vous n'aviez pas baissé les bras. Il a dit que c'était important de ne pas baisser les bras. Une douce chaleur se répandit dans la poitrine de Rose. Elle ne savait pas que Roy remarquait ce genre de choses, et encore moins qu'il en parlait à voix haute. Il semblait toujours si renfermé, si silencieux, mais apparemment, il y avait plus en lui qu'il ne le laissait paraître. Vers midi, il se mit à pleuvoir. D'abord une fine bruine, puis une pluie de plus en plus forte, tambourinant sur le toit, fouettant les fenêtres. Rose se tenait sur le porche, regardant le rideau d'eau, et une inquiétude la rongeait. Roy était quelque part là-bas, en ville, sous cette pluie. Arriverait-il à se mettre à l'abri? Ne prendrait-il pas froid? « Ne vous inquiétez pas, » dit Sam en la rejoignant. « Papa n'a pas peur de la pluie. Il dit qu'après la guerre, plus rien ne lui fait peur. » « Que t'a-t-il raconté sur la guerre ?» demanda Rose avec précaution. Le garçon haussa les épaules. « Presque rien, il n'aime pas en parler. Une nuit, je me suis réveillé et je l'ai entendu crier. J'ai couru vers lui et il était assis par terre, en train de trembler. Je l'ai serré dans mes bras et il m'a serré très fort, si fort que ça faisait mal. Puis il a dit qu'il avait fait un rêve, un mauvais rêve. Je lui ai demandé de quoi il s'agissait, mais il n'a pas répondu. Il m'a juste dit d'aller me recoucher. » Rose écoutait, le cœur serré. Elle imaginait Roy, cet homme fort et silencieux, assis par terre dans le noir, en proie au cauchemar de son passé. Comme il avait dû être seul toutes ces années, sans personne pour être simplement là, lui tenir la main, lui dire que tout allait bien. La pluie tomba toute la journée. Ils restèrent à l'intérieur, Rose raccommodant les vêtements de Sam, le garçon lisant un livre usé que Roy lui avait rapporté de la ville un jour. De temps en temps, Rose se levait et s'approchait de la fenêtre, scrutant le voile gris, cherchant le chariot des yeux. Mais la route était déserte. Vers le soir, la pluie cessa, remplacée par une fine bruine. Rose prépara le dîner. Un ragoût de viande avec des légumes, du pain, de la compote de pommes. Elle mit la table, et ils s'assirent avec Sam pour attendre. Les minutes s'écoulèrent, se transformant en heures. Dehors, la nuit tombait, et l'anxiété de Rose grandissait à chaque battement de son cœur. « Il aurait dû être de retour au coucher du soleil, » murmura-t-elle. « La route a pu être inondée, » répondit Sam, mais sa voix trahissait aussi son inquiétude. « Ou papa a décidé d'attendre en ville. C'est plus sûr. » Rose hocha la tête, essayant d'y croire. Mais quelque chose au fond d'elle lui disait que Roy ne serait pas resté en ville, sachant qu'il l'attendait. Il avait promis de revenir, et il tenait toujours parole. Soudain, un aboiement retentit à l'extérieur. Puis le bruit de sabots. Rose se leva d'un bond et se précipita vers la porte. Elle l'ouvrit et vit le chariot entrer lentement dans la cour. Roy était assis sur le siège, trempé jusqu'aux os, son chapeau rejeté en arrière, les épaules voûtées. « Roy !» cria-t-elle en descendant du porche, sans se soucier de la boue sous ses pieds. Il sauta du chariot, chancela, et Rose vit qu'il se tenait le flanc. Sa chemise était déchirée, et sur le tissu, une tache sombre s'élargissait. Du sang. Que s'est-il passé? Sa voix se brisa en un cri. « Rien de grave, » marmonna Roy. « Juste une égratignure. J'ai rencontré 3 vagabonds sur la route. Ils voulaient me prendre mes marchandises. J'ai dû les convaincre que c'était une mauvaise idée. » Il essaya de sourire, mais grimaça de douleur à la place. Rose l'entoura de ses bras pour l'aider à atteindre le porche. Sam sortit à leur suite, le visage blême. « Papa, tout va bien, mon fils, » dit Roy. « C'est juste une coupure. Rien de sérieux. » Ils le firent entrer dans la maison et l'assirent sur une chaise. D'une main tremblante, Rose déboutonna sa chemise et écarta le tissu. Sur son flanc, juste au-dessus de la taille, s'étendait une longue coupure, pas très profonde, mais qui saignait. Un couteau, on l'avait poignardé. « Sam, apporte de l'eau et un linge propre, » ordonna Rose, s'efforçant de parler calmement, bien que tout tremblât en elle. « Et du whisky, s'il y en a. » Le garçon s'exécuta rapidement.
Rose se pencha sur la blessure pour l'examiner. Le sang suintait encore, mais ne jaillissait pas, ce qui signifiait qu'aucune artère n'était touchée. C'était une bonne chose. Elle nettoya la plaie avec de l'eau et Roy serra les dents sans émettre un son. Puis elle imbiba un linge de whisky et l'appliqua sur la coupure. Cette fois, il tressaillit et jura entre ses dents. « Pardon, » murmura Rose, « il faut désinfecter, sinon ça va s'infecter. »« Je sais, » dit-il d'une voix rauque. « Fais ce que tu as à faire. » Elle traita la blessure, la bandant avec des bandes de tissu propre, en serrant les bords de la coupure. Ses mains tremblaient, mais ses gestes étaient précis. À Boston, elle avait vu suffisamment de blessures, de coupures, de brûlures. Les gens de la blanchisserie se blessaient souvent, et elle avait appris à les aider. Quand elle eut fini, elle expira et s'assit par terre à côté de la chaise, sentant ses jambes flageoler. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle à voix basse. « Raconte-moi. » Roy s'adossa au dossier de la chaise et ferma les yeux. « Sur le chemin du retour, à environ 5 miles d'ici, 3 hommes m'ont arrêté. Des vagabonds, à en juger par leur apparence. Ils m'ont demandé de leur donner mes marchandises et mon argent. J'ai refusé. L'un d'eux s'est approché avec un couteau. J'ai dû tirer. »« Tu les as tués ?» murmura Rose. « J'en ai blessé un, les autres se sont enfuis. Mais l'un d'eux a réussi à me toucher avec son couteau avant que je ne tire. Rien de grave, juste une éraflure. Rien de grave ?» La voix de Rose se brisa. « Ils auraient pu te tuer. » Roy ouvrit les yeux et la regarda. Il y avait de la surprise dans son regard, comme s'il ne s'attendait pas à une telle réaction. « Mais ils ne m'ont pas tué, » dit-il doucement. « Je suis là, tout va bien. » Rose sentit les larmes lui monter aux yeux et se détourna, honteuse de sa faiblesse. Mais Roy tendit la main et lui toucha la joue, tournant son visage vers lui. Ses doigts s'étaient chauds, rudes, et elle se figea, le regardant dans les yeux. « Ne pleurez pas, murmura-t-il, je vous en prie, ne pleurez pas. Je n'en vaux pas la peine. »« Si, vous en valez la peine, » répondit-elle d'une voix tremblante. « Et Sam le pense aussi. Nous nous sommes inquiétés toute la journée, nous vous attendions. Si vous n'étiez pas revenu. » Elle ne termina pas sa phrase, mais Roy comprit. Il l'attira plus près, et elle pressa son front contre son genou, sentant les larmes couler sur ses joues. Sa main se posa sur ses cheveux, la caressant lentement, prudemment, comme s'il avait peur de mal faire. « Je suis revenu, » dit-il doucement, « et je reviendrai toujours, je le promets. » Ils restèrent ainsi longtemps, en silence. Un silence seulement rompu par le crépitement du bois dans le poêle et leur respiration calme. Puis Sam revint avec une couverture et un oreiller. « Papa, tu dois t'allonger, » dit-il. « Miss Harding, il doit se reposer, n'est-ce pas ?»« C'est vrai. » acquiesça Rose en essuyant ses larmes et en se levant. « Viens, je vais t'aider à aller jusqu'à ton lit. » Roy tenta de protester, mais il n'en avait pas la force. Avec Sam, ils l'aidèrent à se lever et à atteindre sa chambre. C'était la première fois que Rose y entrait. Une petite pièce spartiate, avec seulement un lit, une commode et une chaise. Au mur était accroché un sabre dans son fourreau, un souvenir de la guerre. Ils couchèrent Roy, qui ferma les yeux, le visage pâle et épuisé. « Je vais rester avec lui, » dit Rose à Sam. « Toi, va dormir. Demain, tu devras m'aider avec la ferme. » Le garçon hocha la tête et sortit, jetant un dernier regard à son père. Rose s'assit sur la chaise à côté du lit et regarda Roy. Il respirait régulièrement mais grimaçait dans son sommeil, et elle comprit qu'il avait mal, mais ne voulait pas le montrer. Au milieu de la nuit, il gémit et sursauta. Rose se pencha, posa sa main sur son front. Il était chaud, trop chaud. Il avait de la fièvre. Elle se leva d'un bond, mouilla un linge d'eau froide et le lui appliqua sur le front. Roy ouvrit les yeux et la regarda d'un air embrumé. « Hélène, » murmura-t-il. Le cœur de Rose se serra. Il délirait. Il voyait sa femme décédée. « Non, » répondit-elle doucement.
C'est Rose. Je suis là. Tu es en sécurité. Roy cligna des yeux. Sa conscience s'éclaircit. Rose, répéta-t-il. Pardonne-moi. La fièvre. Je rêvais. Chut, dit-elle en posant de nouveau sa main sur son front. Repose-toi. Je suis là. Je ne vais nulle part. Il ferma les yeux, mais sa main chercha la sienne et la serra. Rose entrelaça ses doigts avec les siens et resta ainsi jusqu'au matin, sans le lâcher, sentant sa respiration devenir peu à peu plus régulière, la fièvre baisser. Lorsque les premiers rayons du soleil pénétrèrent par la fenêtre, il dormait paisiblement, et elle s'autorisa enfin à somnoler, sans lâcher sa main. Quand Roy se réveilla, le jour était déjà levé. Il resta allongé à regarder Rose, endormie sur la chaise à côté du lit, leurs mains toujours jointes. Son visage était fatigué, des cernes marquaient ses yeux, ses cheveux étaient en désordre, échappés de sa tresse. Mais elle était belle. Non pas de cette beauté que chantent les poètes, mais de celle qui naît du dévouement, de l'attention, de la force. Elle n'avait pas dormi de la nuit, veillant sur lui, ayant peur pour lui. Et quelque chose à l'intérieur de Roy, qui était gelé et mort depuis de nombreuses années, reprit soudain vie, de manière douloureuse et aiguë. Il serra sa main plus fort, et Rose se réveilla en sursaut. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle, instantanément réveillée. « Oui, » répondit-il d'une voix rauque. « Grâce à toi. » Elle sourit, un sourire fatigué mais sincère. « Tu nous as fait peur. Ne refais plus jamais ça. »« Je vais essayer, » répondit Roy. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, il sourit pour de vrai. Roy se rétablit lentement. La blessure guérissait. Mais il passa les 3 premiers jours au lit, affaibli par la fièvre et la faiblesse qui le clouaient à son oreiller. Rose ne s'éloignait jamais, vérifiant constamment son pansement, le changeant lorsque le tissu était imbibé de sérosité. Elle lui préparait des bouillons, le forçait à boire de l'océan mielé, veillait à ce qu'il ne se lève pas sans raison. Sam aidait à la ferme. Il nourrissait le bétail, ramassait les œufs, portait l'eau. Le garçon avait grandi en quelques jours, devenant plus sérieux, plus responsable. Rose voyait en lui son père, cette même détermination obstinée à surmonter les difficultés sans se plaindre. Le 4e jour, Roy se leva de lui-même, malgré les protestations de Rose. Il sortit dans la cour, boitant et se tenant le flanc, et commença à inspecter les enclos. Rose le suivit, prête à le rattraper s'il tombait. « Tu dois te reposer, » dit-elle d'un ton sévère. « Je me suis assez reposé, » répondit Roy. « La ferme ne peut pas attendre que je sois guéri. Le bétail doit être nourri, la clôture réparée. La vie ne s'arrête pas. La vie peut s'arrêter pour de bon si tu ne laisses pas ta blessure guérir, » rétorqua Rose. « À quoi bon ton travail si tu t'effondres mort au milieu de la cour ?» Roy s'arrêta et la regarda. Une lueur de surprise traversa ses yeux, puis quelque chose de chaud, de presque tendre. « Tu t'inquiètes pour moi, » dit-il doucement, comme s'il venait de le réaliser. « Bien sûr que je m'inquiète, » répondit Rose, en essayant de parler sèchement pour cacher sa gêne. « Qui s'occupera de Sam si tu meurs de ton propre entêtement ?» Roy eut un petit rire, le premier vrai rire depuis des jours. « Tu as raison. Pardonne-moi. Je n'ai simplement pas l'habitude que quelqu'un veille sur moi. » Ils rentrèrent à la maison, et Roy accepta de passer le reste de la journée dans un fauteuil près de la fenêtre, observant Rose et Sam s'occuper de la ferme. Rose sentait son regard sur elle, lourd, insistant, et cela la mettait à la fois mal à l'aise et la réchauffait. Le soir, quand Sam fut endormi, ils sortirent de nouveau sur le porche. L'air était frais, sentant la pluie et l'humidité. Rose s'assit sur les marches et Roy s'installa à côté d'elle, s'asseyant avec précaution pour ne pas solliciter sa blessure. « Merci, » dit-il à voix basse, « pour tout, pour être resté avec moi ces nuits-là, pour tes soins. Je ne sais pas comment te remercier. »« Je n'ai pas besoin d'être remercié, » répondit Rose. « Nous sommes une famille, n'est-ce pas ?»
Roy resta silencieux, regardant dans l'obscurité. Puis il dit doucement, « Quand Hélène est morte, j'ai cru que je ne pourrais plus jamais laisser quelqu'un entrer dans ma vie. J'ai construit des murs autour de moi, pensant que ce serait plus sûr. Si on n'aime personne, on ne peut perdre personne. Mais ces murs, ils m'étouffaient. J'avais oublié ce que c'était que de ressentir autre chose que la douleur et la fatigue. » Rose écoutait sans l'interrompre. Roy n'avait jamais parlé avec autant de franchise, et elle craignait de briser ce moment. « Et puis tu es arrivé, continua-t-il, et j'ai vu comment tu t'efforçais, comment tu apprenais, comment tu prenais soin de Sam, comment tu es resté avec moi toute la nuit, me tenant la main, ayant peur pour moi. Et j'ai compris que les murs commençaient à s'effondrer. Et ça me fait peur. Parce que si je laisse de nouveau quelqu'un entrer, et que je le perds encore, je ne le supporterai pas. » Rose se tourna vers lui, regardant son visage éclairé par la faible lumière de la fenêtre. « Je ne suis pas Hélène, » dit-elle doucement, « et je n'essaie pas de l'être. Mais je suis là, je suis vivante. Et j'ai peur, moi aussi. J'ai peur de faire confiance, de m'attacher, parce que toute ma vie, on m'a appris à ne rien attendre de bon. Mais peut-être qu'il est temps pour nous deux d'arrêter d'avoir peur et d'essayer, tout simplement. » Roy la regarda longuement, et ses yeux reflétaient une lutte entre la peur et l'espoir, entre le désir de reculer et celui d'avancer. Finalement, il tendit la main et recouvrit la sienne. « Essayons, » murmura-t-il. Ils restèrent ainsi longtemps, se tenant la main, écoutant les bruits de la nuit. Le bruissement de l'herbe, le hurlement lointain d'un coyote, le chant des grillons. Rose sentait la chaleur de sa paume, le pouls irrégulier sous ses doigts, et quelque chose en elle s'adoucissait, fondait. Elle était venue ici pour une vie, mais elle avait trouvé plus, un foyer, une famille, et peut-être l'amour. Un amour lent, prudent, né de la confiance et de l'attention, mais un amour véritable. Le lendemain matin, Rose fut réveillée par un bruit étrange. Elle s'habilla rapidement et descendit. Roy était près du poêle, faisant frire des œufs, maniant maladroitement la poêle d'une main, tout en se tenant le flanc de l'autre. « Que fais-tu » demanda-t-elle depuis le seuil. « Je prépare le petit déjeuner » répondit-il sans se retourner. « Tu t'es occupé de nous pendant des jours. C'est à mon tour de te rendre l'appareil. » Rose s'approcha et vit que la table était déjà mise avec des assiettes de galettes, une carafe de lait, un bol de miel. Il avait vraiment préparé le petit déjeuner. Maladroitement, gauchement, mais il l'avait fait. « Tu devrais te reposer, » dit-elle, mais sa voix s'était adoucie. « Et tu devrais me laisser prendre soin de toi de temps en temps, » répondit Roy. Et pour la première fois, elle vit dans ses yeux quelque chose de joueur, de presque enfantin. Ils prirent leur petit déjeuner tous les trois, et l'atmosphère était différente, plus légère, plus chaleureuse, plus familiale. Sam parlait sans arrêt, racontant comment il avait réparé les gonds du portail la veille, et Roy le félicitait, tandis que Rose les regardait en pensant que peut-être le bonheur, c'était ça. Pas le tonnerre et les éclairs, pas la passion des romans, mais simplement un matin calme, un petit déjeuner à trois, le sentiment d'être à sa place. Après le petit déjeuner, Roy insista pour lui montrer une parcelle de terre éloignée qu'il prévoyait d'ensemencer au printemps. Rose accepta, et ils partirent à pied, marchant lentement pour ne pas fatiguer sa blessure. Sam resta à la maison pour s'occuper d'une bride qu'il fallait réparer. Ils suivirent un sentier entre les collines, et Roy lui parlait de la terre, de ses projets, de son intention de planter du blé et du maïs. Rose l'écoutait, l'observant. Son visage s'animait lorsqu'il parlait de la ferme. Ses yeux s'illuminaient lorsqu'il décrivait l'avenir. Ici, sur cette terre, il était différent. Non pas un soldat renfermé, mais un homme qui croyait en l'avenir. Ils arrivèrent à un grand chêne qui poussait au sommet d'une colline et s'arrêtèrent à son ombre. De là, on avait une vue sur toute la ferme. La maison, la grange, les enclos, les champs qui s'étendaient jusqu'à l'horizon.
Roy se tourna vers Rose, et son regard était grave, déterminé. « Je veux que tu saches, dit-il lentement, en choisissant ses mots. Quand j'ai écrit cette annonce, je cherchais une employée. Quelqu'un pour aider à la ferme, pour veiller sur Sam. Je ne m'attendais pas. » Il s'interrompit, puis reprit. « Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un qui changerait tout. Mais tu as tout changé. Tu as redonné vie à cette maison. Tu m'as fait ressentir à nouveau quelque chose d'autre que le vide. Et je veux que notre mariage soit un vrai mariage. Pas un arrangement, pas un contrat, mais quelque chose de vrai. » Le cœur de Rose battait si fort qu'elle craignait qu'il ne l'entende. Elle plongea son regard dans ses yeux gris et y vit de la sincérité, de la vulnérabilité, de l'espoir. « C'est ce que je veux aussi, » murmura-t-elle. « Depuis le début, j'avais peur d'espérer que ce puisse être plus qu'un simple arrangement. Mais maintenant je sais que c'est plus, bien plus. » Roy s'approcha, leva la main et lui toucha doucement la joue. La peau de sa paume était rude, mais son contact était tendre, presque timide. « Puis-je vous embrasser ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Rose hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Roy se pencha et posa ses lèvres sur les siennes, lentement, prudemment, comme s'il craignait qu'elles ne disparaissent. Le baiser était chaste, presque timide, mais il était chargé de tant d'émotions que Rose sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle passa ses bras autour de son cou, l'attirant plus près, et il la serra en retour, fermement, comme s'il ne voulait jamais la lâcher. Quand ils se séparèrent, Roy pressa son front contre le sien, et ils restèrent ainsi, enlacés, respirant le même air. « J'avais peur d'avoir oublié comment faire, » murmura-t-il. « Peur de ne plus pouvoir aimer personne. »« Tu n'as pas oublié, » répondit Rose. « Tu attendais simplement la bonne personne. » Ils rentrèrent à la maison en se tenant la main, et le monde autour d'eux semblait différent, plus lumineux, plus vivant, plein de possibilités. Sam les accueillit sur le porche et se figea en voyant leurs mains enlacées. Puis, il sourit largement. « Vous êtes vraiment ensemble maintenant ?» demanda-t-il avec précaution. « Oui, » répondit Roy en regardant son fils. « Vraiment, Rose n'est plus seulement une aide. C'est ta mère maintenant, si cela te convient. » Sam se jeta sur Rose et la serra de toute la force d'un garçon de 10 ans. Elle le serra contre elle, lui caressant les cheveux blonds, et des larmes coulèrent sur ses joues. Des larmes de bonheur, de soulagement, de gratitude pour cette chance que la vie lui offrait. Le soir, ils étaient assis tous les trois à table, dînant et faisant des projets. Roy parlait des semailles de printemps. Sam rêvait d'un nouveau poulain que son père lui avait promis d'acheter. Et Rose restait silencieuse, les écoutant et pensant à la rapidité avec laquelle tout avait changé. 2 mois plus tôt, elle lavait le linge des autres dans une pièce étouffante et ne voyait aucun avenir. Maintenant, elle était assise à table avec sa famille, dans une maison qui était devenue la sienne. Et pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment vivante. Quand Sam alla se coucher, Roy prit la main de Rose et la conduisit à l'étage, dans sa chambre. Il s'arrêta sur le seuil, regardant le petit lit, la fenêtre avec vue sur les champs. « Cette chambre est trop petite pour nous deux, » dit-il doucement. « Mais si tu es d'accord, je veux que tu emménages avec moi. Nous sommes mari et femme. Nous n'avons pas besoin de dormir séparément. » Rose rougit, mais hocha la tête. C'était ce qu'elle voulait aussi. Être près de lui, s'endormir et se réveiller dans ses bras, sentir sa chaleur. « Je suis d'accord, » murmura-t-elle. Roy sourit, d'un vrai et large sourire, qui transforma son visage, le rendant plus jeune, plus heureux. Il l'attira à lui et l'embrassa de nouveau, cette fois avec plus d'assurance, de passion. Et Rose répondit, oubliant ses peurs et ses doutes, s'abandonnant à ce sentiment qui grandissait entre eux de jour en jour. Cette nuit-là, ils étaient allongés dans son lit, enlacés,
écoutant le silence de la ferme. Roy lui caressait les cheveux, lui murmurant des mots tendres, et Rose pensait à quel point la vie était imprévisible. Elle était venue ici en étrangère et était devenue des leurs. Elle cherchait à survivre et avait trouvé l'amour. Et ce n'était pas un conte de fées, pas une histoire de roman, c'était la vraie vie, avec ses difficultés, sa douleur, mais aussi avec une joie qui donnait un sens à tout le reste. 3 mois s'étaient écoulés depuis le jour où Roy était rentré blessé. L'hiver s'était installé lentement, recouvrant la ferme de neige et de froid. Il y avait moins de travail, mais chaque jour exigeait des efforts. Nourrir le bétail, fendre du bois, veiller à ce que l'eau ne gèle pas dans les abreuvoirs. Rose et Roy travaillaient côte à côte, se comprenant en silence d'un demi-geste, d'un demi-regard. Sam avait encore grandi, il avait beaucoup appris. Réparer un harnais, dépecer le gibier que Roy ramenait de la chasse, lire les traces dans la neige. La maison s'était remplie d'une chaleur qui avait manqué pendant des années. Le soir, il s'asseyait près de la cheminée. Roy sculptait un jouet en bois pour Sam, Rose raccommodait ou tricotait, et le garçon lisait un livre à voix haute, parfois. Roy racontait des histoires, pas sur la guerre, jamais sur la guerre, mais sur son enfance, sur son père qui lui avait appris à s'occuper des chevaux, sur sa mère qui faisait que la meilleure tarte à la pomme de la région. Rose l'écoutait et le redécouvrait, dévoilant les couches qu'il avait si longtemps cachées. Un matin, Rose se réveilla avec la nausée. Elle sortit doucement du lit pour ne pas réveiller Roy, descendit à la cuisine et se pencha au-dessus d'un seau, sentant son estomac se tordre. Quand la crise fut passée, elle s'assit sur une chaise, la tête entre les mains. 2 mois. Cela faisait déjà 2 mois que ses règles n'étaient pas venues. Elle n'osait pas espérer, craignant de se tromper. Mais les signes étaient trop évidents. Rose, elle leva la tête. Roy se tenait sur le seuil, vêtu seulement d'un pantalon, les cheveux en désordre, les yeux pleins d'inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe? Tu es malade ?» Rose le regarda, les mots lui restant coincés dans la gorge. Comment le lui dire? Comment expliquer ce qu'elle-même n'avait pas encore tout à fait réalisé? « Je crois que je suis enceinte, » murmura-t-elle enfin. Roy se figea. 1 seconde, 2, 3. Puis il s'approcha lentement et s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « Tu en es sûre ?» Sa voix tremblait. « Presque. Tous les signes sont là. Les nausées matinales, la fatigue, le retard. Je ne peux pas en être certaine sans un médecin, mais je pense que oui. » Roy pressa son front contre ses genoux, et ses épaules se mirent à trembler. Rose eut peur. Pleurait-il? Mais quand il releva la tête, un sourire illuminait son visage, un sourire si large, si heureux, qu'elle n'en avait jamais vu de tel. « Un bébé, » murmura-t-il. « Nous allons avoir un bébé. Rose, tu m'offres une autre vie, une autre chance. » Elle se mit à rire à travers ses larmes et le serra dans ses bras, le pressant contre elle, sentant le bonheur l'envahir. Un bonheur si intense qu'il lui coupait le souffle. Sam la prit au petit déjeuner. Roy ne put se retenir. Il était assis avec un sourire béat, et le garçon le remarqua. « Papa, qu'est-ce qui se passe? Tu souris. Tu ne souris presque jamais comme ça. » Roy échangea un regard avec Rose, qui hocha la tête. Il prit la main de son fils. « J'ai une nouvelle, mon fils, une bonne nouvelle. Tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. Rose attend un bébé. » Sam écarquilla les yeux, la bouche ouverte de surprise. Puis il se leva d'un bond et se jeta dans les bras de Rose. « Vraiment? Je vais avoir un petit frère ou une petite sœur, c'est vrai. » « C'est vrai, » répondit Rose, riant et pleurant à la fois. « Dans environ 6 mois. » Le garçon sautait de joie, les bombardant de questions. Serait-ce un garçon ou une fille? Comment l'appellerait-il?
Pourrait-il le tenir dans ses bras? Roy répondait patiemment, et Rose les regardait, son mari et son fils, leur visage heureux, et pensait que la vie pouvait être généreuse si on lui en donnait la chance. Les mois suivants s'écoulèrent lentement. Le ventre de Rose s'arrondissait, et Roy veillait sur elle avec une attention qui la touchait et l'agaçait à la fois. Il ne lui permettait pas de porter des charges lourdes, lui interdisait de s'approcher du puits en hiver lorsque la glace rendait les bords glissants, ne la laissait pas s'éloigner seule de la cour. Rose protestait, disant que la grossesse n'était pas une maladie, mais Roy était inflexible. « J'ai déjà perdu une femme », lui dit-il un soir alors qu'ils étaient au lit. « Je ne survivrai pas si je te perdais. Ou le bébé. S'il te plaît, laisse-moi prendre soin de toi. » Rose se blottit contre lui, écoutant les battements réguliers de son cœur. « Je ne vais nulle part, » murmura-t-elle. « Je te le promets. Je suis forte. Nous sommes forts tous les deux, moi et le bébé. » L'hiver céda la place au début du printemps. La neige fondait, révélant la terre noire, des ruisseaux coulaient un sur les flancs des collines. L'air s'emplit de l'odeur de la vie qui s'éveillait. Roy commença à préparer les semailles, Sam l'aidait, et Rose regardait par la fenêtre comment ils travaillaient ensemble, père et fils, côte à côte. Un de ces jours où le soleil était particulièrement doux, Rose sentit le premier coup, sec, puissant, de l'intérieur. Elle se figea, la main sur son ventre, et en sentit un autre. Le bébé bougeait, son bébé était vivant, actif, se manifestait. « Roy !» appela-t-elle depuis la porte. Il laissa tomber ses outils et se précipita vers le porche, le visage blême de peur. « Quoi, qu'est-ce qui se passe ?»« Rien de mal, » le rassura rapidement Rose. « Donne-moi juste ta main, vite. » Roy s'approcha, et elle prit sa paume et la posa sur son ventre. Quelques secondes de silence, puis un coup fort et distinct. Roy se figea, les yeux écarquillés. « C'est le bébé ?»« Oui, » murmura Rose. « Il bouge. »« Tu sens ?» Roy s'agenouilla et pressa sa joue contre son ventre, l'enlaçant par la taille. Rose lui caressa les cheveux, sentant ses épaules tressaillir. Il pleurait, silencieusement, cachant son visage, et elle ne l'arrêta pas. Qu'il pleure, qu'il laisse sortir tout ce qu'il avait gardé en lui pendant des années. Quand Roy releva la tête, son visage était mouillé de larmes, mais heureux. « Merci, » dit-il d'une voix rauque. « Merci de m'avoir ramené à la vie, de m'avoir donné une famille, de m'aimer, malgré tout. »« Je ne t'aime pas malgré tout, » répondit Rose. « Je t'aime tel que tu es, avec toutes tes cicatrices, toute ta douleur, tout ton passé. Tu es à moi, Roy Kingston, et je suis à toi. » Il l'embrassa, longuement, tendrement, mettant dans ce baiser tout ce qu'il ne pouvait exprimer par des mots. Quand ils se séparèrent, Sam se tenait non loin, souriant. « Je peux sentir aussi ?» demanda-t-il timidement. Rose lui tendit la main pour l'appeler, et le garçon posa sa paume sur son ventre. Quand le bébé donna un nouveau coup, Sam éclata de rire de joie. « Il est fort, comme papa !»« Ou elle, » corrigea Rose. « Peut-être que tu auras une petite sœur. »« Ça m'est égal, » répondit Sam sérieusement. « Je l'aimerai, lui ou elle. Je serai le meilleur grand frère du monde. » Roy serra son fils d'un bras et Rose de l'autre, et ils restèrent ainsi, tous les trois enlacés, se réchauffant au soleil printanier. Une famille. Une vraie famille solide, née non pas du sang, mais de l'amour et de la confiance. Les mois passèrent mais qui rapidement. Le ventre de Rose grossissait, ses mouvements devenaient maladroits. Son dos lui faisait constamment mal, mais elle ne se plaignait pas. Roy construisit un berceau solide, en bois clair, avec des barreaux sculptés. Rose cousit des couvertures, des brassières, des bonnets, utilisant chaque morceau de tissu qu'elle pouvait trouver. Un jour d'été chaud, alors que le soleil était au zénith, Rose sentit la première contraction. Une douleur vive qui lui serra le ventre. Elle s'arrêta au milieu de la cuisine.
s'appuyant sur la table, respirant avec difficulté. « Roy » appela-t-elle en s'efforçant de rester calme. « Roy, je crois que ça commence. » Roy se précipita dans la maison comme s'il était poursuivi par tous les démons de l'enfer. Son visage était blême. « Maintenant? Tout de suite? »« Oui, tout de suite, » répondit Rose, un sourire dans la voix malgré la douleur. Les enfants ne demandent pas la permission pour naître. Roy s'agitait, ne sachant que faire. Rose l'arrêta en lui prenant la main. « Écoute-moi attentivement. Envoie Sam chez la voisine, Mrs. Carter. Dis-lui de venir. Elle a aidé à accoucher la moitié du comté. Elle sait quoi faire. Ensuite, fais bouillir de l'eau, apporte des draps et des serviettes propres. Et calme-toi. Tout va bien se passer. » Roy hocha la tête et se précipita pour exécuter ses ordres. Rose monta lentement à l'étage, dans leur chambre, et s'allongea sur le lit. Les contractions s'intensifiaient, devenaient plus fréquentes, et elle respirait profondément, se remémorant tout ce qu'elle avait entendu des autres femmes. Mrs. Carter arriva rapidement, une femme âgée et robuste aux cheveux gris et aux mains habiles. Elle examina Rose et hocha la tête avec satisfaction. « Tout se passe bien. Un premier accouchement est généralement long, alors soyez patiente. Monsieur Kingston, vous feriez mieux de sortir. Ce n'est pas une place pour les hommes. » Roy voulut protester, mais Rose lui fit un signe de tête. « Va. Veillez sur Sam. Je vais m'en sortir. » Il sortit à contre-cœur, et de longues heures commencèrent. La douleur déferlait par vagues, de plus en plus forte, de plus en plus aiguë, et Rose criait sans honte, s'agrippant à la main de Mrs. Carter. « Bonne fille !» la calmait la vieille femme. « Encore un peu, encore un tout petit peu. Poussez quand je vous le dirai. » Derrière la porte, Rose entendait la voix de Roy. Il faisait les 100 pas, ne tenant pas en place. Elle voulait l'appeler, lui dire que tout allait bien, mais la douleur l'empêchait de parler. Alors que le soleil commençait à décliner, Mrs. Carter ordonna « Poussez, maintenant, plus fort !» Rose rassembla toutes ses forces et poussa, sentant quelque chose se déchirer, se libérer en elle. Puis un cri fin, perçant, magnifique d'un nouveau-né. « Une fille !» annonça Mrs. Carter en soulevant le petit corps. « Vous avez une fille, Mrs. Kingston, en bonne santé, avec de bons poumons. » Rose se mit à pleurer de soulagement, de joie, d'émotion qui la submergeait. Mrs. Carter lava rapidement le bébé, l'enveloppa dans un linge propre et le déposa dans les bras de Rose. « Tenez votre fille. » Rose serra le petit paquet contre sa poitrine et regarda le petit visage ridé, les petits poings serrés, les yeux fermés. Sa fille et celle de Roy. « Roy !» appela-t-elle, et la porte s'ouvrit en grand. Roy entra en trombe dans la pièce, le visage effrayé, et se figea en voyant Rose avec le bébé dans les bras. « C'est une fille », murmura Rose. « Nous avons une fille. » Roy s'approcha lentement et s'assit sur le bord du lit, regardant l'enfant avec une telle vénération qu'on aurait dit qu'il tenait une relique sacrée. « Elle est si petite, » dit-il d'une voix rauque, « si minuscule. »« Tu veux la prendre ?» Roy hocha la tête, et Rose lui passa délicatement le bébé. Il la tenait avec tant de soin, tant de précaution, et de nouveau, des larmes coulaient sur ses joues. « Salut, ma petite, » murmura-t-il, « je suis ton papa. Et je te promets de te protéger, de t'aimer, de prendre soin de toi toute ma vie. Je te le promets. » La porte s'entr'ouvrit doucement, et Sam passa la tête. « Je peux entrer ? » ?»« Bien sûr, » répondit Rose en souriant. « Viens faire connaissance avec ta petite sœur. » Le garçon s'approcha sur la pointe des pieds, regardant le bébé avec admiration. « Elle est belle, » murmura-t-il. « Comme maman. »« Oui, » acquiesça Roy, « comme maman, et tout aussi forte, comme vous deux. »« Comment on va l'appeler ?» demanda Sam. Rose et Roy échangèrent un regard. Ils n'avaient pas discuté de prénom, comme s'ils avaient peur de porter malheur.
Emily, dit Rose doucement, si tu es d'accord. Emily Kingston. Roy sourit. Emily. Un prénom magnifique. Pour une fille magnifique. Cette nuit-là, ils ne dormirent point pas. Assis tous les trois, Roy, Rose et Sam, autour du berceau, à regarder le bébé dormir. Emily respirait doucement, serrant ses petits poings, et Rose pensait au long chemin qu'ils avaient déjà parcouru. D'étrangers, liés uniquement par des lettres à une vraie famille, unis par l'amour. Merci, murmura Roy en lui prenant la main. Pour tout, pour notre fille, pour notre fils, pour cette maison, d'avoir accepté de venir, de m'avoir donné une chance de vivre à nouveau. Merci à toi, répondit Rose, de m'avoir accepté, d'avoir ouvert ton cœur, malgré la douleur, d'être devenu mon mari, pas seulement sur le papier, mais pour de vrai. Ils s'embrassèrent, longuement et tendrement, tandis que Sam se détournait, gêné mais souriant. Puis Roy les serra tous les deux dans ses bras, sa femme et son fils, et Rose se blottit contre sa poitrine, écoutant les battements de son cœur, sentant la chaleur de son corps. Par la fenêtre filtrait la lumière dorée et chaude du soleil matinal, éclairant la pièce, le berceau, l'enfant endormi. Un nouveau jour, une nouvelle vie, un nouveau bonheur, né de la douleur, de la peur et de l'espoir. Rose ferma les yeux et s'autorisa à être simplement heureuse. Ici, dans cette maison au fin fond du Texas, sous le ciel infini du Far West, elle avait trouvé ce qu'elle avait cherché toute sa vie. Pas la richesse, pas la gloire, simplement un endroit où elle était aimée. Simplement, une famille qui était devenue son foyer. Et c'était suffisant. Plus que suffisant. C'était tout.